Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africable Télévision à Rite et Tradition. L'insolite, l'inhabituel, le surnaturel et la mystique régissent la vie africaine. Très souvent, ces opinions traduisent une totale méconnaissance ou un mépris souverain du savoir-faire et du savoir-être d'Afrique. Rite et Tradition est une émission qui souhaite tirer des traditions africaines des choses très utiles pour le présent. Car pour l'occidental, ou disons plutôt pour l'homme moderne, tous les phénomènes non encore expliqués par la science tombent irrémédiablement dans le vaste domaine du hasard ou de la fatalité pour ceux qui sont encore croyants. Mais pour le noir en général et le Nigérien en particulier, rien n'est dû au hasard, tout a une explication, il n'y a pas d'effet sans cause, encore moins de cause sans effet. Avant la colonisation, le tradithérapeute était respecté et bien écouté. Il occupait un rang social qui lui permettait d'exercer dans la quiétude et le maximum de dévouement pour la communauté. Celle-ci, par ailleurs, n'avait aucune autre alternative. Ainsi, au Mali, dans les années 1970, il y avait un tradithérapeute pour 500 habitants. Alors que pour un médecin, il y avait 45 000 habitants. La colonisation, en reléguant la médecine traditionnelle à la clandestinité, n'a pas pu la supprimer malgré les tentatives de discrédit et les interdictions à son encontre. Elle a cependant pu, cette colonisation, ébranler une certaine couche de la population, et cela presque dans leur fondement culturel, à tel point que nombre de prétendus intellectuels en éprouvaient un complexe d'infériorité et n'y avaient recours que la nuit. Depuis plusieurs décennies, avec le développement des maladies iatrogènes et des disciplines comme la psychothérapie de groupe, la psychanalyse, la psychoneuroimmunologie, la chronopharmacocinétique, certaines insuffisances de la médecine occidentale ont été mises à jour. Il est donc clairement apparu que cette médecine moderne n'a pas le monopole de la vérité et que la médecine traditionnelle, elle aussi, a sa part de vérité malgré ses insuffisances. Je me rappelle, en 1972, à la deuxième biennale de la jeunesse du Mali, la troupe de Caille a jeté les bases d'une complémentarité entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne avec une pièce de théâtre, Les Frères Ennemis, de Moussa Modi Sako. Je me rappelle cette autre production cinématographique maliano-nigérienne, Le médecin de Gafiré. Je suis très heureux de recevoir pour vous aujourd'hui Amadou Moustapha Diop, réalisateur hors pair d'un film culte, Le médecin de Gafiré. Kro, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à Rite et Tradition. Dites-moi, pourquoi Le médecin de Gafiré? Qu'est-ce qui vous a inspiré ce film? Bon, ça c'est vraiment un fait de hasard. Je suis tombé sur la thèse de doctorat de Joseph Keraro, qui est à l'université de Dakar. Vraiment, c'est un blanc, c'est un français, un breton pour être précis. Il a fait toute l'Afrique de l'Ouest, de Dakar jusqu'au Tchad, pendant 10 ans. 10 ans, hein, il a passé pour faire son doctorat là, sa thèse de doctorat. Et il a observé les guérisseurs traditionnels. Bon, lui, il est cartésien. Il ne dit pas c'est vrai, c'est faux. Il ne fait que décrire ce qu'il voit. On emploie, par exemple, le feuille de papaye ou les feuilles de citron. Il consigne totalement. Il ne se donne pas comme fonction de dire « Ah, c'est vrai, c'est de la connerie ou pas ». Bon, moi, j'ai lu. Je vois qu'il n'a pas tiré de conclusion. Est-ce que c'est quelque chose à jeter ou à entretenir, ou est-ce que ça remplit une fonction ou pas? J'ai dit, c'est là où l'idée a jailli. Après, je me suis retrouvé dans le Niger profond, comme on dit, dans un village en train d'enseigner. J'étais, comme tout le monde sait, entouré de professeurs qui croient à certains pouvoirs occultes. Dans la discussion, bon, moi je jouais exprès, un peu pour les provoquer, aux cartésiens. Ah non, ce que vous racontez là, c'est des conneries, c'est des conneries. Donc ils passaient tout leur temps, dès qu'ils avaient quelque chose d'extraordinaire, à venir vite me chercher. On va te montrer aujourd'hui, on va voir ce que tu vas dire. Bon, quand même, la plupart du temps, c'était des charlatans. J'arrivais quand même à démontrer un peu leur tour de prestidigitation. Mais quand même, un coup, je suis tombé sur un guérisseur qui m'a dit, écoute, tu dis que tu ne crois pas. Bien. Tu es assis là, non? Tu répètes ça encore. Tu as ton enfant à la maison. Tu vas retrouver un singe à la place.
Bon, là, il n'était pas question de tour de passe-passe. J'ai dit non, ça va, je crois. Parce que plus ou moins, on sait qu'il ne travaille pas en solo. Pendant qu'il te parle, d'autres entendent et peuvent faire n'importe quoi. Mais quand même, la question fondamentale, c'est est-ce que la médecine, la pharmacopée africaine, il y a quelque chose à prendre ou pas? Personne ne me l'a dit. Je me suis dit, la première idée, c'est qu'on doit aller voir. On doit consigner, on doit conserver ça, archiver tout ce qu'on a comme savoir traditionnel. Parce que ce qui est sur le blanc, il a appris quelque chose. Mais les autres aussi ont appris autre chose. Il ne faut pas dire qu'ils connaissent rien. Ils ont appris autre chose, c'est différent. On ne peut pas dire ça c'est supérieur, ça c'est inférieur, c'est différent, c'est tout. Tout être humain qui vit est en train d'assimiler un certain savoir. Donc, j'étais convaincu, moi, puisque étant africain, depuis l'enfance, j'ai vu certaines guérisons par la pharmacopée africaine. Le problème que je me suis posé, est-ce qu'il y a quelque chose au-delà, donc qui frise le paranormal, l'occulte comme on dit ici? Je n'ai pas pu trouver de réponse. Je sais que j'ai vécu des expériences assez limites, dans le sens où ça ébranle tes convictions cartésiennes. Mais c'était une invitation un peu à nous autres qui avons suivi l'école des Blancs avec un esprit très rationnel, à aller peut-être au-delà du rationnel et voir. Parce que l'urgence, c'est si on prend l'attitude, on snobe notre propre culture, notre propre savoir, qui va venir sauver ça? On ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc c'était ça l'idée de départ. Et bon, je m'apercevrai après que ça a un peu touché son public. Une fois j'étais à Alger, tout l'aspect syncrétique que le médecin a. Et c'est un docteur algérien qui me dit ça, parce qu'il y a eu une discussion après. Il me dit, mais il ne fait rien d'extraordinaire. Nous-mêmes, on fait ça. Seulement nous, les gens sont habitués, ils ne voient pas tout le cinéma qu'on leur fait avec notre blouse blanche, stéthoscope, on fait ça, tout un cérémonial. Bon, toi, ton guérisseur, il est immédiat, mais ça procède de la même démarche, pousser l'autre à savoir que tu as des pouvoirs et tu as déjà guéri la personne. S'il croit en toi, tu as déjà fait un énorme pas, je ne sais pas quelle proportion. Alors, ce film, Le médecin de Gafiré, comment vous est venue l'idée d'en faire une coproduction avec le Mali? Bon, ça c'est simple parce que je connaissais Mamadou Kaba. Moi-même, je suis malien d'origine. J'ai fait le lycée Askia avec l'ancien Premier ministre Keïta, Ibeka, Terrasson de Fougère à l'époque. Et puis je suis même revenu quand c'était Askia. Oui, avec les Ouaguedjan. Bon, là, ça c'est... Je suis pas jeune, hein. Même Alpha Oumar Konaré, quand je vais à Bamako avant qu'il soit président, je mange chez lui. On est des amis, quoi. Bon, donc, je connaissais Mamadou Kaba. Il était venu au Niger pour, je ne sais pas quoi, une rencontre entre responsables de cinéma. Et moi, j'avais mon scénario qui était prêt. Je venais de finir mes études de cinéma, 4 ans, au Conservatoire libre du cinéma français, rue Delta à Paris, dans le 18e. J'ai dit, Kaba, moi j'ai ça là, mais à l'époque... 26 millions, ça me paraissait, j'avais fait mon budget, c'est 26 millions CFA, ça me paraissait beaucoup parce qu'en 1980, les gens avaient l'habitude de faire leurs films autour de 15-20 millions. Moi, j'ai dépassé et puis je voulais Sidiki Bakaba, je savais qu'il allait me demander cher comme acteur. Je ne le voyais que lui. Je l'avais vu à Abidjan dans une pièce de théâtre, L'œil, et il m'avait marqué. Et j'ai dit, dès que je vais faire un film, je lui trouvais un rôle. Il se trouve que quand j'écrivais le scénario du médecin de Gafiré, le personnage du guérisseur, je pensais toujours Sidiki. Je le voyais, c'est-à-dire quand je le dépeignais dans ses actions, je savais que Sidiki Bakaba pouvait me rendre ça. Donc c'est comme ça que Mamadou a dit, d'accord, écoute, il n'y a pas de problème, c'est le Mali seulement que tu associes. J'ai dit non, je vais essayer d'associer et le Burkina, ça va faire une coproduction sud-sud. Et il a dit d'accord, mais nous au Mali, tu sais... Nous, on ne tourne pas en français. Hein. Il faut que ça soit dans une langue du Mali. J'ai dit, ouais, je te vois venir. C'est-à-dire que tous les rôles principaux, ce seront des rôles maliens. Il me dit, oui, mais on va tourner à Ouaga, puisque tu dis que tu vas mettre les Burkinabés dans le coup. Puisqu'on tourne à Ouaga, ce n'est pas des gens parlant bambara qui vont manquer là-bas. C'est comme ça. Donc, au départ, c'était une coproduction à 3.
À 4 même, puisque moi-même je suis un quart de la coproduction. Chacun a donné ses 6 millions, ça fait 24 millions. Tout le monde a rempli ce rôle, sauf le Burkina, qui à l'époque c'était Gaston. Il y a eu des hésitations, ils étaient pas, mais ils m'aidaient quand même. Ils m'aidaient sans avoir formellement le titre de coproducteur. Ils m'ont réellement beaucoup aidé. On a passé des nuits avec des délégations nigériennes à les retrouver en plein tournage. Gaston tournait Wen Kuni à l'époque. Et on passait des nuits à discuter du film, à un peu arranger les scénarios. La fin plaisait à d'autres, d'autres voulaient qu'on change, ainsi de suite. Donc la coproduction est venue du fait que je connaissais Mamadou Kaba et que bon, ça me paraissait naturel, puisque je parle bambara, de pouvoir diriger des Maliens, quoi. Ce film culte, Le médecin de Gafiré, qui en ces années-là était peut-être une utopie, mais aujourd'hui est devenu une réalité, parce que la pharmacopée, ça existe partout en Afrique. Qu'est-ce que cela vous fait comme impression? Moi, dans le film, j'ai dit que ces gens-là devraient même enseigner dans nos universités. Je crois en leur savoir, parce que c'est très empirique, ça vient de loin, ça passe de père à fils, etc. Il n'y a pas que l'école classique européenne ou occidentale qui peut apprendre des choses. Il y a nos façons d'appréhender. Et je crois que même au-delà, la question fondamentale, c'est que si on dit que rien n'existe au-delà du rationnel, on a posé la question fondamentale, ce que je ne crois pas. Ma petite expérience me dit, et tout le monde en est conscient, que c'est pas parce que la science n'arrive pas à expliquer une chose aujourd'hui que la chose doit être dédaignée. Absolument. Dans le livre de Joseph Keraro, un des aspects, c'est lui qui m'a mis un peu la puce à l'oreille. Il dit, mais nous occidentaux, on a inventé la piqûre il y a à peine un siècle. Chez les guérisseurs africains, par la méthode abrasive, pratiquaient déjà ce qu'on peut considérer comme piqûre. Oui. Les gens croient que c'est moderne. Bon, nous, on avait ça. Et même, il a pu savoir aussi que ce qu'on appelle l'aspect syncrétique qui a l'air du cinéma, là, ça a une fonction. Les gens n'ont pas de montre. Bon, ils doivent réciter certaines choses. C'est une mesure du temps. Pire que ça même, c'est maintenant, aujourd'hui, il y a une dizaine d'années, que les gens découvrent que la musique peut guérir. C'est ce qu'on appelle la musicothérapie. Le son peut guérir. Donc, quand nos guérisseurs, on croit qu'il veut t'impressionner. Lui seul sait ce qu'il fait. C'est-à-dire, les a priori pour dire, bon, il fait du cinéma, il n'a qu'à aller à l'essentiel. Il n'y a rien d'inutile chez le vrai guérisseur, le vrai praticien. Bon, le seul mal de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de charlatans autour. Bon, sinon, je suis persuadé que dans nos régions, peut-être pas dans les capitales, je n'en sais rien, mais je suis persuadé qu'il y a un savoir à découvrir, que la science même un jour découvrira. La science moderne n'a pas les outils pour comprendre certaines choses, parce que regardez seulement le cerveau humain. Tout le monde sait qu'aujourd'hui qu'on n'utilise que 10% du cerveau humain. 10%. Et les 90%, on va me dire que il n'y a pas des êtres parmi nous qui, par un effet de hasard ou autre chose, ont pu toucher, ouvrir d'autres horizons. Je n'en sais rien. Je suis au stade actuel à me poser des questions, mais mon but, c'était de dire, ne jetez pas nos savoirs comme ça. Allez vous assurer qu'il n'y a pas quelque chose à apprendre qui peut servir non seulement à nous, Africains, mais aussi pour tout le reste de l'humanité. Absolument. La Chine a développé sa médecine traditionnelle. Est-ce que l'Afrique ne peut pas en faire de même? On le souhaite. De plus en plus, je lis les journaux où il y a des rencontres au niveau universitaire, des colloques où petit à petit on approche les guérisseurs, mais l'approche est encore paternaliste. Parce que ce que j'entends, ouais, il faut les encadrer, ils ne savent pas doser. On les snob, on a une attitude un peu... Lui, toi qui as fait la médecine moderne, 8 ans de ceci, cela, tu le vois comme un petit. Il a peut-être un petit quelque chose, comme un enfant là, il faut l'amener. Moi, je suis grand, je sais plus que lui, je vais l'encadrer. Peut-être c'est le contraire, c'est lui qui peut peut-être t'apprendre des choses que tu ne soupçonnes même pas. Maintenant, nous allons aborder un autre aspect. Avant, votre film, le film culte, vous l'avez fait avec 26 millions. Aujourd'hui, quand nous voyons les budgets de réalisation, c'est des centaines de millions. Quel regard pouvez-vous jeter sur le cinéma africain? Bon, après Le médecin de Gafiré, j'ai fait Mami Wata. Je l'avais budgétisé à 400 millions CFA. J'ai eu 300 millions, et ça se sent dans Mami Wata qu'il y a des scènes qui
par manque de moyens, par exemple à l'aéroport, pas assez de figurants, tu vois, un aéroport c'est bondé de monde. Or ces gens-là, il faut les payer, tu ne vas pas prendre les gens sur le vif, ils vont pas t'attendre. Donc il faut recréer tous les passagers qui descendent d'un avion, qui sont là, qui attendent. C'est des tas de figurants que tu vas mobiliser pratiquement toute la journée pour une simple scène de peut-être 30-40 secondes dans un aéroport. Si tu n'as pas les sous, tu vas un peu bricoler comme malheureusement je crois que j'ai fait dans certaines scènes. Bon. À l'heure actuelle, il faut que les gens se disent, on nous pardonnait des choses en 1960. C'est-à-dire l'image techniquement n'est pas bonne, le son n'est pas bon. Et il faut qu'on se dise qu'on a dépassé un certain stade. On ne doit pas avoir de complexe au niveau de la compétitivité internationale, ni sur le plan de technique, parce qu'on a des gens qui sont en train d'être formés, des directeurs de photos, des ingénieurs de son, ni au niveau du contenu, du fond. On a des belles histoires. Moi, j'ai l'impression qu'en Occident, ils ont tellement ruminé toutes leurs possibilités dramaturgiques qu'ils ne font que tourner en rond. Ils reprennent les choses. Ils reprennent. On dirait qu'il y a un espace ouvert en Afrique et dans l'espace film de science-fiction. C'est des zones qu'on n'a pas beaucoup touchées. L'Afrique offre des histoires merveilleuses. Il faut simplement que les autochtones aient les moyens de mettre ça en valeur. Voilà. Pro, excusez-moi, bon, nous on est de l'autre côté de la caméra, mais vous qui êtes derrière la caméra, c'est vous qui cherchez les fonds. Nous, on se dit, est-ce que on ne gagnerait pas, le cinéma africain ne gagnerait pas à être financé en fait par les États africains? Je pense que nos États ne peuvent pas, parce que le cinéma, l'industrie, même si on sait qu'avec la vidéo maintenant les choses sont de moins en moins chères, l'équipe est légère et tout, mais le cinéma de qualité, de haute compétition, c'est de l'argent, c'est des centaines de millions. Il faut parler tout de suite proche du milliard ou au-delà. Et nos États, je ne vois pas un État africain en train de sortir cette somme, vu toutes les urgences que l'État doit avoir. Par contre, au nord, il y a l'argent, il y a des structures qui sont prêtes à donner. Bon, tout ce que le cinéaste demande aujourd'hui, c'est la volonté politique de son État. Le Nord ne va jamais mettre un franc dans un film africain, enfin ce sera très rare, s'il n'a pas la conviction que son État est derrière lui. Comment son État peut être derrière lui? Souvent c'est une simple lettre. Avec une simple lettre, l'Union européenne peut débloquer 100, 200 millions. C'est arrivé à Mari Keïta, c'est arrivé à Idrissa Ouédraogo. Simple lettre, parce qu'il voit, ton pays te soutient. Ou simple lettre d'un grand diffuseur de chez toi, la télévision nationale. Certaines sommes au nord, tu peux les avoir si ta télévision de ton pays dit « je vais le diffuser ». C'est-à-dire qu'ils vont mettre de l'argent là-dedans, ils savent que ça va être vu par des millions de gens. Là, ils sont prêts. L'autre système, c'est le système burkinabé, où il y a un fonds d'aide au cinéma. Et on vous donne 10, 20 millions. Ce qu'on ne fera pas au Niger maintenant, parce qu'on te donne 10, 20 millions, on veut voir le film. Bon, tu vas te débrouiller pour bricoler ce que tu peux, mais si tu veux un film de grande qualité, avec des acteurs vraiment compétents qui coûtent cher, si tu prends un acteur du coin de la rue, tu lui donnes 20 000, il est content. Mais des acteurs de renom qui connaissent leur métier, et ça va chercher, c'était de l'argent. Donc si on leur donne cet argent, ils vont aller, ils ont l'argent, ils ont libre disposition de cet argent, ils vont aller frapper dans toutes les portes. Il faut que les gars puissent rester en France 3 mois, 6 mois, en train d'aller emmerder les gens. Voilà, mon pays est derrière moi. Ces 10 millions lui servent à avoir 100, 200, 300 millions. En ce moment, il a bouclé son budget. L'état de son état originaire, on peut budgétiser toute l'aide que l'État donne. C'est-à-dire, même si l'État après ne donne pas l'argent, les voitures, les décors et tout ça, ça se calcule. On dit, voilà la participation de mon pays. Ça met à l'aise celui qui va te donner de l'argent. Lui aussi, il doit répondre devant ses contribuables. Tu ne vas pas jeter notre argent là-bas par la fenêtre. Mais sa raison principale, non. Il y a un diffuseur qui est sûr, ce n'est pas un truc qui va rester dans les tiroirs, c'est la télévision nationale généralement, et il y a son État aussi. Ça ouvre toutes les portes. Un scénario qui a un soutien de principe d'un grand diffuseur en Afrique, plus l'appui politique, la volonté politique, il peut aller en Europe et il ramènera des centaines de millions. Moi, je vous le garantis. Alors, merci beaucoup. Mais je vous en prie, c'est avec plaisir.
Le Spilanthes oleracea, en bamana farimani. Ce sont les fleurs, c'est la période de floraison, et cette plante est utilisée dans la préparation antipaludique que nous avons, et également aussi utilisée pour faire le soumoufari, pour les caries dentaires. Voilà, lui, celui-là. Le Cissus quadriangularis, ou le Joloko, les tradithérapeutes l'utilisent pour les fractures, dans la réduction des fractures. Ça, c'est une plante qui permet donc de faciliter la calcification. La corne des ruminants, ça c'est pratiquement utilisé par les Marabagas pour faire les saignées. Hein, donc ils font ventouse après avoir fait les cicatrices, les scarifications donc chez le patient. Donc ils aspirent pour faire sortir donc le sang. Ça c'est le Gira sénégalensis, Ngoundié. Hein, la plante est en fleurs également aussi, mais en fruits également aussi. Et c'est une plante qui permet donc de faire des antitussifs, donc pour la toux, hein, et puis aussi pour la diarrhée. L'Ocimum basilicum, en bamanan c'est sous-collant. Sous-collant, donc est utilisé pour faire le laxatif que nous avons à notre niveau, et parce que ça diminue les contractions. Mais les femmes qui ont également aussi des règles douloureuses peuvent l'utiliser pratiquement une semaine, 3 jours au moins avant le début présumé des règles, pour que réellement elle n'ait plus de douleur. Ça c'est l'Acacia nilotica, Buana. Buana est utilisé pour les hémorroïdes, hein, donc ça permet donc ça renferme beaucoup de tanins et pratiquement pour les plaies, pour les hémorroïdes, donc renforcement donc des vaisseaux. La corne de ruminant encore ici, mais cette présentation montre déjà pour conserver donc les poudres et les pommades, hein, surtout les recettes concernant les morsures de serpent par exemple. Ça c'est le Combretum micranthum, c'est le ngolobé, c'est en feuilles et en fruits également aussi, comme on aperçoit ici, et là pratiquement ça permet donc de faciliter la digestion. Le Securinega virosa, Suruku Nyenye, hein, ce sont les fruits et les feuilles également. Nous l'utilisons pour la préparation donc des hépatites. Donc ceux qui ont mal au foie, donc pratiquement certaines maladies du foie, donc nous l'utilisons pour cela. Le Cochlospermum tinctorium, Ndlibara. Donc là aussi, c'est pour les hépatites, ouais, Saifrae, comme Nifana. Cochlospermum plangioi, Abe Ndlibara, mais Ndlibara bolendo nywana quoi. Ndlibara shifaya flade, odedo. Abe a fengele pour Saifrae, aflabe Saifrae. Alibi, comme il faut te cligner, nya a chaya quoi pour que moi ku frafachi abona, ania a bouloudé, fleuruk me quoi fait la 600. Cassia alata, Kondaba est utilisé pour comme laxatif. Alibi que konomaya furalae, abema konabuli fanaere, nia chaya kojum.
Nia a fleuri ni. Le Vernonia Kotiana. Oe boyer. Ale mou de bike ka ulcer ni frudimi be maminuna. Donc amba ni fenchama nyami nywana. O fenge bola kungo serani bola furachama warebe faroka pour que kaseka frudimi frake. Donc les gastrites et les ulcères. Coco faradéni. Donc le Cocos nucifera. C'est cette coque carbonisée donne un charbon. C'est le charbon qui est réellement le plus absorbant qui abe ni dongono doni kono fenre doni kono ni sai kinyo ya do ube fenfima fongo fenge ni ya kenodra ale debe abe fin jugu num be samaka bo julla fivimi ka abe fon abo de bato abike fivimi kata. Donc c'est le charbon qui est le plus actif à l'heure actuelle, qui permet justement donc d'épurer le sang quand réellement on est empoisonné par exemple. Kungo serani de ni. Donc ale nyeji ni a den men ni a nyeji de ni a den. Donc c'est le Sterculia setigera. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour Rites et Traditions aujourd'hui. Merci pour votre fidélité à Africable Télévision. Mais n'ayons pas peur de le dire et surtout n'ayons pas honte de le reconnaître. Les intellectuels africains ont décroché tous les titres universitaires en vue d'Afrique, d'Amérique, d'Asie ou d'Europe. Cependant, n'ayons pas honte de le reconnaître et surtout n'ayons pas peur de le dire. Ils demeurent encore et toujours des analphabètes culturels à l'entrée du vestibule de la mémoire perdue de nos ancêtres. Comment alors promouvoir ce que l'on ignore? Chauves-souris, ils sont d'Afrique, mais surtout d'ailleurs. La bouche noire, le ventre à Paris, la tête en Amérique, les yeux en Asie. Alors, prenez soin de vous, car chaque émission à Rites et Traditions est un questionnement. Mesdames, Messieurs, ce que l'on apprend de la culture d'autrui, vaut-il ce que l'on oublie de soi? Fils et filles d'Afrique, il ne s'agit pas pour nous de faire un retour à nos sources. Oh que non! Nous devons plutôt faire recours à nos sources pour construire le véritable développement du continent. Convaincu qu'il ne saurait y avoir de développement économique, politique et social sans un rayonnement culturel adéquat, car nul ne viendra construire l'Afrique à la place des Africains. Ciao, à la joie de vous retrouver une autre fois.